C'était important pour nous de donner un maximum d'informations pour que la personne en face, eh bien, elle vienne en toute connaissance de cause, mais avec déjà la confiance. Quand tu crées une communauté comme ça, si à un moment donné tu ne livres pas les informations, les bonnes informations, la personne elle arrive, elle se rend compte que ça ne correspond peut-être pas à ce qu'elle veut, la confiance n'est plus là, du coup la cohésion en prend un coup aussi. Donc il y avait cette nécessité pour nous aussi en amont d'avoir ces personnes-là et de leur livrer les informations pour qu'elles viennent en toute confiance et avec envie. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Cécile Golfier-Salles, formatrice et facilitatrice des apprentissages chez Nea Cellini. Cécile est une passionnée de pédagogie et de transmission et elle accompagne aujourd'hui des entrepreneurs au féminin à Tokyo, au Japon. Cécile nous partage les coulisses de la conception et de la réalisation de ce parcours, avec ses intentions pédagogiques et également avec les effets inattendus que ce parcours a généré chez les apprenants. Cécile insiste beaucoup sur la notion de confiance et d'énergie positive à transmettre dans un groupe afin de créer une dynamique communautaire où chacune va pouvoir exprimer son plein potentiel. Vous allez voir, cet épisode est rempli d'énergie positive, qui est finalement un carburant essentiel de la transmission des savoirs et des apprentissages. Bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Cyril. Cécile, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante. Alors, c'est un épisode spécial puisque déjà on n'est pas sur le même fuseau horaire, on va en parler. Ouais. Voilà, il est voilà, exactement. Il est 8h du matin en France, et un peu plus tard chez toi. Écoute, pour démarrer, je vais te demander de te présenter et de nous donner quelques événements clés de ton parcours. Ça marche. Je suis déjà ravie d'être là avec toi. Merci beaucoup de l'invitation. Donc moi, je suis Cécile Golfier-Salles. Je suis dans la vie formatrice professionnelle au sein d'une structure qui s'appelle Nea Cellini et que j'ai fondée. Et j'accompagne spécialement des formateurs et plus particulièrement encore des formateurs internes dans les entreprises à développer, à découvrir, à perfectionner, challenger leurs pratiques pédagogiques. Voilà, donc de façon assez résumée. Et effectivement, tu le disais, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, je ne vis pas, je vis normalement à Lyon, mais aujourd'hui, je vis à Tokyo en expatriation depuis quelques années et je rentre l'année prochaine. Voilà. J'ai pas toujours été formatrice. Voilà, j'ai un parcours à peu près de 20 ans. J'ai commencé en communication dans une école d'ingénieurs. Donc, tu vois, il y avait déjà un petit truc de pédagogie qui traînait par là, sur un service communication en fait que j'ai créé, que j'ai développé, dont je me suis occupée pendant à peu près 5 ans. Et c'est à ce moment-là que je suis partie à Lyon où j'ai été consultante en recrutement dans un cabinet qui était spécialisé sur les métiers de la communication et du digital. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai eu mes premières expériences en formation. Alors de façon tout à fait artisanale puisque j'étais vacataire experte et j'intervenais dans des écoles de commerce, des écoles de communication, l'IUT, j'ai même fait Sciences Po, voilà pour tout te dire. Et c'est alors vraiment voilà, je le faisais de façon très ponctuelle, mais ça m'a tout de suite beaucoup plu en fait. Moi, je comptais pas en faire quelque chose à ce moment-là, c'était vraiment ma cour de récréation, mais c'était vraiment ça a toujours été une super expérience. Et puis ensuite, j'ai été RH, vraiment avec un rôle bien RH au sein d'une structure dans le secteur de la tech. Et donc là, à m'occuper des collaborateurs, des managers, des processus de recrutement. Voilà, un métier super intéressant et où je formais les collaborateurs au recrutement. J'intervenais de façon ponctuelle encore dans les écoles. Voilà, donc c'était un métier qui à ce moment-là me portait beaucoup sur l'humain.
Et puis il y a quelques années, j'ai eu envie de donner du sens, vraiment donner du sens à mon métier en faisant autre chose. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision je me suis vraiment posé la question sur ce qui me ferait plaisir. Voilà, il y a une notion vraiment de plaisir et de savoir ce qui me donnerait envie quelque part vraiment de me rechallenger tous les matins, qui me ferait vraiment plaisir. Et il y a eu deux choses, c'était à la fois de créer ma propre activité et puis de transmettre. Voilà, donc j'ai quitté la structure où j'étais, je me suis formée au métier de formateur, qui a été quelque chose pour moi, c'était une vraie révélation, parce qu'à ce moment-là, j'étais partie en me disant, je vais être formatrice, et puis je vais former des managers, je vais former des recruteurs sur les domaines que je connais. Et en fait, la formation au métier de formateur m'a tellement plu, ça a été donc un vrai tremplin. Je me suis dit non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais former des formateurs, parce que voilà, pour parler pédagogie, et pour rendre un petit peu quelque part ce que j'avais reçu en formation. Donc c'est comme ça qu'est né, alors pas Néa Cellini, mais qu'est née mon activité, ma volonté d'aller former sur le terrain de la formation même. Voilà. Ok, super intéressant comme parcours. Et puis, on sent effectivement, et puis moi j'ai l'occasion un peu de te voir, on sent déjà dans tes yeux Ah la oui, lumière qui brille tu quand vois. tu parles de Ah ce oui. sujet-là. Et Ah ça, non, c'est... mais moi j'adore, voilà, j'adore. Et juste une chose, parce que j'ai oublié de le dire, je suis tellement animée par la pédagogie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je te parle de formation de formateur, et on en parlait tout à l'heure, tu me disais tu ne vis pas là, non, je vis à Tokyo, mais en fait, j'ai suivi mon mari en expatriation, et effectivement, aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais la pédagogie ne se pratiquant pas du tout de la même manière ici au Japon, j'ai légèrement réorienté mon activité. Je n'accompagne plus des formateurs, mais aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs, puisque j'interviens, je copilote en fait le programme dédié à l'entrepreneuriat d'un réseau francophone féminin ici à Tokyo. Et donc voilà, j'ai créé, conçu et j'accompagne, j'anime le programme qui est un programme assez long, un programme de 8 mois. Voilà. Ok, non, on va y revenir Ouais. et effectivement c'est intéressant, ça montre que dans la vie il faut toujours savoir comment dire voilà rebondir par rapport en fait à ce qui se pose devant nous, donc c'est toujours intéressant de le regarder de ce côté-là. Ouais, donc dans ton dans ce parcours, t'as dans un premier temps voilà cette envie de redonner du sens, de transmettre. Mhm. Et donc ça, c'est ta première décision forte dans une Oui. carrière parce que c'est toujours, on va dire que c'est pas un virage à 360 degrés, mais en tout cas, c'est une bifurcation quand même, parce que tu as travaillé quand même ensuite, juste avant ça dans la RH, et puis Mhm. tu avais cette petite expérience que depuis des années Oui. de transmission. Oui. Et peux-tu nous parler voilà, de l'émergence, de la création de ta structure Néa Cellini, voilà, d'où ça vient, même le nom, moi ça Oui. m'intéresse Amusant. de connaître l'origine Oui. du nom, voilà, ce que tu as voulu mettre derrière ça. Ouais. Alors l'origine du projet, je pense que j'ai 44 ans, donc c'est vrai que j'avais à ce moment-là une volonté, c'était il y a quelques années, mais j'avais une volonté à un moment donné de redonner du sens, mais aussi de vraiment de porter un truc, quoi, de me dire c'est peut-être le moment ou jamais. J'ai toujours travaillé dans le monde de l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, mais à un moment donné, j'avais aussi envie de porter un truc. Je portais des projets, j'ai souvent porté des projets, piloté des projets, mais qui m'appartenaient jamais vraiment. En fait, ils appartenaient à l'entreprise. C'était toujours galvanisant, même de le faire en groupe, en collectif, mais finalement, j'avais jamais eu mon projet à moi. Donc, il y avait ce challenge-là de donner du sens et puis de le faire peut-être avant que, pas qu'il soit trop tard, mais en tout cas, vraiment, peut-être de ne plus avoir l'énergie ou en tout cas d'être dans cette mouvance-là. Donc, ça, c'est pour expliquer le projet. Et puis, pour expliquer le nom, alors, Néa Cellini, ça veut dire nouvelle lune en grec. Voilà, nouvelle lune parce que quand j'ai commencé à m'intéresser, à me demander, à me questionner sur ce que j'allais faire, je me suis intéressée à tout un tas de sujets. La transmission venait aussi naturellement, mais également j'étais dans une entreprise donc Univertech qui s'intéressait aussi beaucoup à l'accompagnement à l'entreprise apprenante. Hein. On sait de quoi on parle aujourd'hui avec ce podcast. Et donc, il y avait déjà cette question en moi de comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on se développe. Il n'y avait pas que la formation. D'ailleurs, ça ne l'est toujours pas. Moi, je dis que je suis formatrice, mais c'est vrai que j'interviens sur d'autres terrains, bien d'autres terrains que ce pur de la formation. Et j'aime bien Mhm, d'ailleurs dire que je facilite les apprentissages plus que je ne forme. Et donc, je mhm. me suis intéressée à beaucoup de choses, et entre autres à un livre qui m'a beaucoup marqué, celui de Peter Senge, qui est La cinquième discipline. Et il y dit à un moment donné que en apprenant, nous nous recréons. Et ça a toujours vraiment résonné en moi, cette phrase.
phase. Et donc Nea Selini qui veut dire nouvelle lune. La nouvelle lune, en fait, dans la phase symbolique, c'est pas la plus belle, hein, elle est toute noire. Mais en fait, dans sa symbolique, c'est la phase de renouveau, la phase où tout se recrée, c'est l'univers des possibles. Et en fait, c'était pour exprimer ça, c'est-à-dire que lorsqu'on apprend, quelle que soit la forme d'apprentissage, quelque part, ça développe quelque chose de nouveau et tout est possible de nouveau. Voilà, donc il y avait cette symbolique-là. Et puis ça évoquait, voilà, un prénom, un nom, comme je touche à l'humain, il y avait aussi ça qui était assez sympa. Et puis c'est en grec, voilà. Alors je ne parle absolument pas grec et je ne compte pas l'apprendre non plus. Mais aller sur le terrain de l'entrepreneuriat, c'était nouveau pour moi, c'était un nouveau langage. Donc il y avait cette symbolique aussi de me dire que c'était un nouveau langage que je devais apprendre. Donc il fallait que je le trouve dans un nouveau langage que je ne connaissais pas. J'aurais pu le faire en anglais ou en espagnol, mais vraiment la sonorité grecque, bon, ou ça aurait pu être une toute autre langue que je ne parlais pas. Mais il y avait cette volonté d'aller sur ce terrain-là, de montrer que j'allais sur un terrain que je ne connaissais pas. Voilà. Ok. Ah, super intéressant voilà, j'avais pas du tout la Ah, ça, tu ne référence savais grecque. pas, hein. Ouais. Et moi, ça m'intéresse toujours. J'ai commencé, moi, je suis né professionnellement dans une agence de communication, donc les noms de marques m'ont toujours questionné, interpellé, et il y a toujours une histoire derrière ça. Et voilà, et derrière l'histoire de Nea Selini, moi, ce que j'entends, c'est la nouvelle lune, c'est le sujet aussi du vivant, de la création continue, du fait que la nouvelle lune, elle apporte pour les végétaux, pour la photosynthèse. Moi qui est mon potager, qui suis un permaculteur occasionnel, voilà, ça me parle également sur regarder, observer, comprendre et pouvoir apprendre en fait notamment des rythmes lunaires. Donc c'est intéressant. Ok. T'es arrivé, Cécile, il y a je crois, 2020, me semble-t-il, hein, 2020-2021. 2021, ouais, je vais faire 2021. l'anniversaire des 2 ans Voilà. bientôt. Au Japon, Oui. j'aimerais que tu puisses nous donner tes clés de lecture pour comprendre les différences culturelles, alors de manière globale, mais aussi sur les apprentissages entre le Japon et la France. Mhm. Peut-être en te remettant dans tes premiers, comment dire, dans pas que tes premiers instants, mais en tout cas Oui. tous les étonnements que tu as pu avoir au Japon vis-à-vis en fait de ton prisme culturel, de ton univers de référence français et voilà tout ce qui a changé où tu t'es dit waouh, effectivement il y a des différences, en tout cas ils ont une autre approche pour pouvoir apprendre, pour pouvoir transmettre. Voilà, je pense que ça c'est intéressant pour nos auditeurs. Oui, oui, oui. Alors, si on doit se focaliser effectivement sur le domaine de l'apprendre, moi j'ai été très très surprise. Et tu vois, quand je suis arrivée à Tokyo, je m'y étais. Alors, je m'étais peu intéressée finalement à la portée de mon projet avant de partir, parce qu'on a appris en avril qu'on partait, et en septembre on était à Tokyo, donc il y avait énormément de choses à gérer avant, donc j'avais pas forcément eu la tête à me mettre dans la tête du projet. J'avais justement l'idée d'arriver à Tokyo et de trouver une structure pour m'accompagner pour le faire. Et donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé, mais j'ai été très très surprise parce que j'étais partie dans l'idée finalement de développer mon projet tel que je pouvais le faire en France, avec ce prisme effectivement des apprentissages collaboratifs sur lequel je me suis spécialisée, l'apprentissage entre pairs, les partages, les échanges dans le groupe, et me positionner moi comme du coup une facilitatrice et pas quelqu'un qui donne de l'information en continu. Et ben malheureusement ici c'est comme ça un petit peu, que ça, même beaucoup, que ça se passe, parce qu'on a quelque chose, effectivement, on a une pédagogie qui est très descendante, où on a des élèves très attentifs, hein, on n'a pas de bruit dans les salles de classe, et on a un garant du savoir que l'on appelle ici le sensei, et qui en fait vient pour donner de son savoir sans jamais être interrompu quelque part. Et je te dis ça, c'est une vérité, parce que pour donner un exemple, on ne pose pas de questions en salle de classe, hein, ou voilà, quelle que soit la formation, on n'est pas là pour poser des questions. Donc il y a énormément de silence, personne ne parle. Poser une question, c'est déjà déranger le groupe, c'est déranger le professeur, et c'est éventuellement le remettre en cause. Et ça ne se fait pas. Voilà. Donc on a une pédagogie qui est très traditionnelle, comme on dirait chez nous, très classique, mais sur lequel moi je me reconnais pas forcément. Et ouais, ça a été une grande surprise, pas bonne, pas toujours très bonne, parce que je me suis dit mais finalement qu'est-ce que je vais faire ici. Donc ça a été, ça a été un peu, un peu difficile. Mais voilà, ça a été vraiment concernant, on va dire, mon domaine professionnel, ça a été ma première grande surprise. Et sinon, effectivement, lié à ça,
on a une structure, une société qui est très courtoise, très polie. Ça, c'est super agréable. C'est-à-dire que tu sors, les gens ne s'insultent pas, ne se crient pas dessus. Tu t'entends très peu klaxonner aussi, tu vois, par exemple dans la rue, parce que on ne cherche pas le conflit, on ne cherche pas vraiment à déstructurer l'harmonie qui est très très importante ici. Et donc effectivement, on prend sur soi pour ne jamais faire part en société de son opinion ou de son humeur. Voilà. Donc ça fait partie des apprentissages aussi, qui Ok. revient sur l'entreprise, sur l'entreprise. Donc, ouais, ouais. Dans Donc, l'entreprise. ouais, ouais. C'est intéressant parce que voilà. Je crois que c'est important d'essayer d'apprendre, de comprendre comment fonctionnent d'autres cultures, Oui, sans les juger. Donc là, ce que j'entends, c'est que d'une part dans la vie, la phase sensible ne se partage pas, peut-être non. dans l'intimité d'une famille, mais sinon la phase sensible, les émotions ne se partagent pas. Et puis les questionnements. Et Ouais. pour, un- pour des Français, pour des Latins, pour des Gaulois, ne pas questionner, c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas pouvoir demander au professeur, voilà, est-ce que je comprends pas, ou des fois, attendez, vous me dites ça, mais moi je pense pas ça. Je Enfin, suis voilà. pas d'accord. Donc, Oui, non, ouais, je suis pas d'accord. Donc, mais ça montre aussi, quand bien même, c'est vrai que moi je trouve ça assez déroutant. Ça montre aussi que la société japonaise fonctionne non. et que effectivement, c'est aussi un héritage culturel et historique de cette tradition en fait de respect vis-à-vis du sachant, de respect Oui, vis-à-vis aussi du plus ancien, parce que je sais oui, qu'au Japon, tout à fait. le sujet finalement de l'âge Mm. permet aussi de définir les niveaux de relation qu'on a avec Et les gens. Donc, l'attitude qu'on peut avoir, effectivement, ne serait-ce que les mots que l'on emploie, la façon de dire bonjour, tout simplement, on ne s'adressera pas forcément, voilà, on s'incline. On a des degrés d'inclinaison, effectivement, quand on dit bonjour, différents selon, voilà, généralement c'est le niveau hiérarchique, mais ce qui est souvent corrélé à l'âge, effectivement. Et je te rejoins effectivement sur la sensibilité. Au Japon, on a deux attitudes pour l'évoquer. On a le tatemae et le hone. Le tatemae, en fait, c'est l'attitude que l'on a en société et qui effectivement demande à ce que l'on ne donne pas son opinion, à ce que l'on ne s'exprime pas, pour ne pas froisser l'autre, pour ne pas créer ce conflit et garder l'harmonie. Et au contraire, effectivement, quand on est entre amis, ou parfois même quand on est dans le monde de l'entreprise, en nomikai, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les after-work, mais qui sont vraiment des institutions ici qui font vraiment partie de la vie du groupe, où là, par contre, on se lâche et tout est permis. Voilà, mais on a cette attitude effectivement en société que l'on retrouve en formation, où l'on ne se permet pas de donner son avis. Voilà. Et ok. j'avais une petite anecdote quand j'ai recruté les personnes donc qui font aujourd'hui partie du groupe que j'accompagne en formation. J'avais une japonaise, mais très francophone, qui avait vécu 14 ans au Japon. En France, pardon. Et quand je lui ai expliqué la façon dont on allait travailler, donc on en parlera tout à l'heure, mais vraiment justement au contraire quelque chose de très ouvert sur le partage, là, elle a un peu bloqué. Elle m'a dit mais non, mais moi ici on fait pas. Ici ça se fait pas et on fait pas comme ça. Et du coup elle est Ouais, ouais, et non, et ça montre effectivement que, voilà, à un moment donné, ça ne convient pas à tout le monde et ça fait une transition effectivement avec ce que tu fais maintenant. Donc, tu as commencé à en parler hein, de ce programme, de programme d'accompagnement pour entrepreneurs au féminin à oui, Tokyo. oui, Mais voilà, peux-tu nous, voilà, que tu puisses un petit peu dresser le tableau de ce que tu fais, comment tu es arrivé là-dedans, qu'est-ce que tu y as trouvé, qu'est-ce que tu as. Je sais que tu as réingénieré ce parcours. ouais, Voilà, donc quelle est ingénieur. l'analyse que tu en fais? Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, effectivement. Ok. Alors moi, j'interviens dans une structure francophone, un réseau professionnel de femmes qui s'appelle FAGE, donc Faciliter l'ambition des femmes au Japon, ici à Tokyo, et qui est une association en fait qui accompagne effectivement les femmes dans leur milieu professionnel avec différents types d'activités, et qui a donc ce programme qui est le programme du pôle entrepreneur, qui est un programme de 8 mois et qui accompagne en fait les femmes qui ont une idée voilà, assez développée pour pouvoir justement step by step les accompagner jusqu'à la concrétisation de leur projet. Et je l'ai découvert en fait ce programme parce que moi-même, lorsque je suis arrivée à Tokyo, j'ai intégré FAGE et plus particulièrement ce programme-là pour m'aider, hein, pour comprendre en fait les clés culturelles justement et puis comment je pouvais faire ici pour développer mon activité.
Et donc j'ai suivi ce programme. Alors ce qui était rigolo, c'est que je l'ai suivi en étant participante, mais en ayant toujours un œil un peu pédagogue sur le truc. Mais il n'y avait pas du tout de vision pédagogique à ce moment-là. C'était des réunions, alors sur 8 mois toujours, mais des réunions mensuelles avec une thématique. Et chaque mois, il y avait, voilà, on se réunissait, il y avait une présentation qui était faite, il y avait 2-3 questions posées où on pouvait échanger. Mais voilà, on se revoyait le mois suivant sur une nouvelle thématique. Et donc à la fin de l'année, donc au mois de juin l'année dernière, les 2 personnes qui étaient en charge de ce programme m'ont proposé de le reprendre puisqu'elles repartaient en France. Alors j'ai pas hésité, mais je me suis demandé est-ce que j'allais y faire parce que pour moi j'étais plus dans ma tête, j'étais vraiment voilà sur la pédagogie, le truc qui me plaît. Je veux accompagner les formateurs, j'ai travaillé pour travailler sur ce projet-là. Et en fait, je me suis dit, bah non, c'est génial en fait, parce que oui, je vais peut-être pas former des formateurs, mais je vais avoir mon laboratoire d'expérimentation. On me laisse les clés du truc, on me laisse carte blanche pour pouvoir faire ce que je veux. Allons-y, je vais faire ce que je veux. Et voilà, donc je suis arrivée sur ce projet-là en me disant, ben je vais, alors pas réingénierer parce qu'il n'y avait jamais eu de vision pédagogique à proprement Oui, parler, mais je vais en oui. mettre une. Voilà, et puis je vais m'amuser surtout, je vais vraiment m'amuser. Donc ça a été un boulot énorme, voilà, un boulot énorme, parce qu'on a, alors je suis pas partie toute seule, hein, j'ai embarqué avec moi une autre formatrice, une formatrice terrain, elle, spécialisée sur les forces de vente, et qui avait une longue expérience au Club Med, donc qui avait aussi toute cette vraiment un parcours très très différent du mien, mais on a été vraiment très complémentaires là-dessus. Et donc, on s'est voilà posé et on est parti. Enfin, je lui ai proposé effectivement de partir avec une pédagogie que j'avais imaginée au regard de ce que l'on avait vécu sur ce parcours, puisqu'elle l'avait fait elle aussi. Et j'ai proposé de partir sur une pédagogie, une approche classe inversée, pour garder en fait cette essence du rendez-vous mensuel, mais pour vraiment le dédier au partage et à la co-construction, et se débarrasser complètement en fait du contenu que l'on administrait en amont via des plateformes. On a travaillé avec Geniali en fait, voilà, des plateformes digitalisées. Ok, Voilà. donc ça a été le, on va dire le, Le comment dire, départ. ouais, et l'une de tes idées motrices Oui. pour pouvoir inscrire ce nouveau parcours en se disant, on va prendre chaque fois peut-être une thématique, toujours pareil, mais on va mettre des éléments en asynchrone via Geniali où chaque apprenant, chaque entrepreneur va pouvoir venir consommer du contenu Oui, et pendant j'allais dire les lives, pendant en tout cas oui, les réunions mensuelles, oui. être dédié au partage d'expérience, au questionnement, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Euh, Oui, 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 il y avait vraiment un vrai fondement communautaire. Ce qui était important, en fait, c'était vraiment de travailler là sur justement l'apprentissage entre pairs, sur les échanges, les pratiques collaboratives, et donc qui était dédié qui était dédié lors des échanges, enfin des séances qui étaient des séances de 4 heures une fois par mois, et qui étaient reliées en fait à la thématique qu'elles avaient étudiée en amont. Ce qui est important, c'est qu'elles avaient effectivement donc ce contenu-là. Néanmoins, dans le contenu, on leur avait glissé des activités à faire en ligne, tu vois, pour que le lien ne soit pas perdu et qu'il y ait toujours cette mécanique d'apprentissage, de co-construction, même si on est à distance, et effectivement qui était renforcée lors des regroupements et lors des échanges et des partages, et qui était spécialement, là par contre, on avait vraiment des workshops avec des ateliers et des activités qui étaient entièrement dédiées à la co-construction sur la thématique en question pour continuer en fait à travailler sur le thème. ok, donc pendant, on va dire, les 3 semaines avant la réunion, je reçois, si je suis entrepreneur, alors, je reçois en fait enfin, le cours, en tout cas les contenus. Dans ces contenus, il y a une partie de connaissances peut-être un peu plus fondamentale et une partie de mise en pratique. Oui. Mise en pratique que je fais tout seul, mise en pratique que je peux faire des fois avec d'autres entrepreneurs. Est-ce que voilà comment ça fonctionne? Il y avait les deux. Alors juste, en fait, on parle du groupe, mais volontairement, on avait limité à un petit groupe de 10 personnes. D'ailleurs, elles ont été ouais, finalement 8 sur cette promotion-là, pour valoriser justement qu'il n'y ait pas trop de personnes. Alors déjà parce qu'on essuyait aussi les plâtres et que c'était important d'avoir un panel Hmm. test réduit pour pouvoir bien faire les choses. Et puis parce qu'il y avait voilà, une nécessité de 4 heures finalement, ça passe même très vite, mais de favoriser la prise de parole et que chacune voilà ne se sente pas frustrée parce que voilà il y avait trop de monde qui avait qui avait la possibilité d'intervenir. Donc voilà. Et puis
Et puis oui, des activités qui étaient à la fois individuelles, donc de réflexion sur son propre parcours et là où on voulait emmener son propre projet, bien entendu. Et puis des activités collaboratives à distance. Là, on n'utilisait pas de lettres, typiquement, pour pouvoir permettre en fait voilà, des échanges et puis voilà, des échanges, de la co-construction et du feedback en continu, tant entre elles que nous aussi avec elles. Ok. Et quand tu étais en train de concevoir ce parcours avec ta collègue, quelle intention as-tu mis dans cette partie tu as commencé à répondre à la question, mais je veux qu'on creuse un peu ce sujet. Dans cette partie de live, dans cette partie présentielle où il y avait déjà, toi, tu avais déjà vécu le côté 4 heures, mais avec plutôt un côté conférence et questions. Quelle intention tu souhaitais, c'est-à-dire si tu devais répondre à la question, voilà, je souhaiterais qu'à la fin de chaque session, chaque entrepreneur reparte avec ça ou ait vécu ça. C'était quoi ce que tu avais voilà, au plus profond de toi que tu voulais qu'il advienne en fait de ces moments? Alors moi déjà je voulais qu'elle reparte avec le sourire, tu vois, parce que ça c'était important. Mais c'est vrai, quand tu pars sur un programme de 8 mois, c'est dur. Déjà entreprendre c'est pas évident, t'es souvent seule. Donc il y avait aussi cette problématique de j'entreprends mais je me sens pas seule. Donc il y avait déjà ça et qu'elle se sente armée d'une alors de nouvelles compétences mais qui se développent. C'est pas en 4 heures que tu développes un truc, mais que ça allume, tu vois, la petite étincelle chez elles et surtout qu'elles aient envie de revenir, de poursuivre, de s'investir parce que c'est pas uniquement, donc on avait vraiment beaucoup travaillé le collaboratif, on a énormément travaillé sur la cohésion, sur le fait que cette communauté-là, elle prenne dès le départ, elles aient envie de se soutenir et d'avancer. Parce que justement, donc entreprendre seul, c'est pas évident, et donc on avait envie qu'elles se soutiennent les unes les autres, même si les projets étaient très différents, elles avaient quand même ce regard d'entrepreneur qui était important, et donc la volonté, elle était vraiment de développer cette cohésion qui leur donne envie, alors oui, de repartir avec le sourire, mais de repartir aussi avec des éléments qui leur donnent envie de, chez elles, travailler et avancer sur leur projet. Ouais, et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est aussi il faut se mettre dans le contexte, en entrepreneur femme expatriée au Japon, Mm. avec tout ce que cela peut comporter sur le doute, Oui, le lien, le oui, manque de lien aussi, parce que voilà, leurs familles oui. sont en France, La avec légitimité, oui, la non, légitimité, le syndrome de l'imposteur, tu vois, on peut oui, faire une liste oui, assez importante. oui, Et oui, la première chose que tu m'as dit, c'est qu'elles repartent en fait avec de l'énergie, qui repartent aussi avec l'énergie du groupe. Et ce que j'ai le sentiment ce que tu as mis dans ton intention, c'est le fait de construire une équipe, alors que oui, chacun oui, a son propre terrain de jeu qui est différent, tu vas nous en reparler, oui, mais qu'en fait, elles partagent toutes, oui, elles ont en fait une communauté d'intérêts, et tu as oui, parlé de la communauté, on va y revenir, oui, on a tous un intérêt commun, quoi. c'est On ça. se retrouve tous parce qu'à un moment donné, on a un truc qui nous fait vibrer, Oui, et ça nous fait vibrer après de la même façon. Moi, pour moi, la meilleure communauté, c'est Harley Davidson en termes de trucs, parce que chez Harley Davidson, il y a des gens de tout, comment dire, de tout profil, oui, voire de tout âge, et ils se oui, retrouvent parce qu'à un moment donné, ils ont un truc qui est dans leur cœur, ou qui est des fois sur sur leur biceps, et qui est l'amour de Et là, c'est pareil. C'est le fait que elles viennent toutes d'horizons différents, elles ont toutes des projets différents, oui, oui, mais elles ont elles ont finalement ce trait de vie commun qui fait que il y a une espèce d'interdépendance oui, et de bienveillance qui se développe, quoi. ouais. Et Oui, c'est oui, assez non, mais intéressant. complètement. Et alors oui, tu as raison, elles venaient d'Horizon, enfin elles viennent encore, hein. On a clôturé le programme ces jours-ci, tu vois, on a fait vraiment le dernier événement, on l'a fait mercredi dernier. Donc c'est encore tout frais et il y a cette énergie qui est toujours présente. Tu vois, le programme est terminé et je crois que ça a monté crescendo et là tu as senti le truc. En plus on a fait un événement public, mais on les a fait intervenir pour qu'elles donnent leur retour d'expérience. Mais il y avait énormément même d'émotions, tu vois, dans le truc. Donc ouais, c'est une super expérience. Pourtant elles venaient effectivement d'univers très différents. On avait des gens qui étaient dans le tourisme, donc des guides touristiques, une spécialisée sur le sport, l'autre spécialisée sur l'architecture urbaine. On avait une psychothérapeute, une naturopathe, une illustratrice graphiste, une consultante RSE. Enfin voilà le truc.
des gens qui se seraient peut-être jamais rencontrés dans la vraie vie, si ce n'est au travers de ce programme. Et effectivement, même si leur cœur de métier, il est de développer leur projet en solo, il y avait cette nécessité pour nous de créer cette communauté pour qu'elles puissent s'accompagner et travailler ensemble, en fait, et au travers de leur parcours, de leurs projets différents, se faire grandir, en fait, mutuellement, au travers, justement, de la richesse, en fait, de leurs différences. Donc ça, c'était super. Mais ça a été un travail de longue haleine qui a débuté même avant, tu vois, le premier kick-off, quoi, où elles se sont rencontrées pour la première fois. On a travaillé avec elles individuellement pour construire cette cohésion. Ok, et c'est-à-dire qu'avant même le début, le kick-off du programme, Mm. euh, tu as commencé à échanger avec chacune d'entre elles Oui. pour aller quoi? Pour aller chercher, cerner quoi les attentes, qu'est-ce qui, à ce moment-là, de quoi tu avais besoin? Alors moi, j'avais besoin de comprendre déjà où elles en étaient de leur projet, parce que c'était important qu'il y ait des Mhm. critères en fait d'intégration, qu'on n'accompagne pas des personnes qui aient une idée trop floue, parce que là, le programme lui aurait pas été bénéfique. Et puis au contraire, d'une personne qui était trop avancée, et là, qui se serait peut-être ennuyée. Donc il y avait des critères nécessaires et des prérequis nécessaires pour entrer sur ce parcours, pour comprendre aussi quelles étaient leurs attentes, pour comprendre tout simplement qui elles étaient. On allait travailler aussi avec des outils digitaux, donc de comprendre peut-être leur autonomie face à ces outils-là, leur appréhension face à ces outils-là, pour qu'on puisse aussi nous adapter à notre manière sur ça. Et puis, on communique de façon très en amont sur la façon dont nous, on avait conçu l'histoire et nos attentes aussi, et la façon dont on allait travailler. Et l'importance à ce moment-là, effectivement, de la communauté. Donc, c'était important pour nous de donner un maximum d'informations pour que la personne en face, eh bien, elle vienne en toute connaissance de cause, mais avec déjà la confiance. Quand tu crées une communauté comme ça, si à un moment donné tu ne livres pas les informations, les bonnes informations, la personne elle arrive, elle se rend compte que ça ne correspond peut-être pas à ce qu'elle veut, la confiance n'est plus là, du coup la cohésion en prend un coup aussi. Donc il y avait cette nécessité pour nous aussi en amont d'avoir ces personnes-là et de leur livrer les informations pour qu'elles viennent en toute confiance et avec envie. Et qu'elles sachent déjà ce qu'elles allaient trouver dans ce groupe-là, comment ça allait se passer, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et qu'elles démarrent en fait, voilà, avec motivation et envie. Ok. Et, euh, et quelles sont globalement les grandes thématiques, ou en tout cas si on reprend le syllabus, tu vois, Oui, dans oui. les objectifs pédagogiques, quels sont voilà, dans la promesse en fait de ce parcours, qu'est-ce qu'elles allaient développer fortement, tu vois? Mm. En termes de thématiques. En termes de thématiques, de compétences, ça peut être Mm. voilà, des compétences techniques, ça peut être des soft skills aussi, mais ouais, Oui. c'était quoi la promesse avec les grands ensembles? Oui, alors on a travaillé en fait de façon plutôt cohérente, de façon progressive, pardon. On a travaillé d'abord la vision. On a travaillé le cadrage de projet parce que toutes n'étaient pas forcément habituées à gérer un projet. Donc les objectifs, comment je gère et j'évalue mes objectifs, comment je les suis, ça c'était important aussi. Comment ensuite le storytelling, on a passé énormément de temps sur le storytelling, qui je suis et comment j'ai envie de me vendre, comment j'ai envie d'expliquer aux autres mon projet. Et puis après, on est passé sur des thématiques comme la concurrence, les benchmarks, fixer ses prix, les réseaux sociaux, le brand content, savoir comment raconter son histoire, mais sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça a été différentes thématiques jusqu'au site internet. On n'a pas développé le site internet parce que ça aurait été un programme démentiel et c'était clairement pas, ça aurait été trop difficile. Mais on est arrivé jusqu'effectivement à expliquer comment on développait son site internet de façon plutôt théorique. Il y a des thématiques que l'on n'était pas forcément à même d'aborder, nous, de notre expertise, comme la fiscalité, et puis surtout au Japon. Donc, on a fait intervenir des experts conférenciers spécifiques sur le domaine. Donc là, la thématique a été traitée différemment. Mais voilà, nous, on les a accompagnés de la vision qu'elles pouvaient avoir de leur projet, avec laquelle il fallait qu'elle soit claire dès le départ, jusque je promeus en fait mon offre et mon produit. Ok, non, très clair. Ouais, ouais, un cheminement d'un entrepreneur, effectivement. Tu l'as bien résumé. Maintenant que tu viens de clôturer cette première session, Mmh. qu'est-ce qui t'a étonné? Quels sont les effets que tu n'avais pas anticipés? Quels sont les étonnements, les émerveillements que tu as eu là où tu t'es dit, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé, tiens, j'avais pas vu j'avais pas vu ce fil se tirer aussi fort. Voilà, c'est quoi qui un peu
les effets papillons par rapport aux graines que tu as semées. Ouais, alors, mais dès le départ, en fait, dès le premier atelier, moi, alors sur ce groupe-là ou dans tout autre groupe formation, moi j'ai un attachement particulier à l'humain. C'est-à-dire que moi j'aime bien que les gens soient bien, j'aime bien que les gens, je te le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment très important pour moi qu'ils soient en confiance. Et j'aime bien qu'ils soient, voilà, qu'il y ait un maximum de bienveillance, de courtoisie, de respect dans les échanges. Ça, c'est un truc, mais qui est super important pour moi. Et dès le départ, en fait, on les a mis dans cette, je dirais, mouvance-là aussi, en cadrant le truc et en ayant cette attention particulière à ça, en fait. Et j'ai le souvenir, en fait, un des premiers souvenirs, tu vois, que je peux avoir par rapport à ça, c'est le premier atelier. Il y avait une des participantes qui était dans sa chaise. Mais tu sais, super mal, les yeux limite, tu vois, elle pleurait pas, mais si tu veux, elle était hyper, elle savait pas où elle avait atterri, elle avait les bras croisés dans le fond de sa chaise, elle parlait pas. Je me suis dit, oh là là, là elle est pas très bien en fait. Et en fait, au fil des heures, on a travaillé, on les a fait s'exprimer sur ce qu'était leur projet au départ, tu vois, mais vraiment dans un environnement bienveillant. Enfin, vraiment, on a vraiment travaillé sur la confiance, sur le fait que on était là pour surtout ne pas se juger, mais pour avancer et grandir ensemble. Et au bout de 3 heures, en fait, quand une autre personne est arrivée, qu'on lui a dit, est-ce que tu veux présenter peut-être ton projet? Tiens, regarde, ça fait 3 heures qu'on travaille ensemble. Marlène vient d'arriver, est-ce que tu veux lui présenter ton projet? En fait, la personne, elle s'est mais complètement ouverte, elle a sourire jusque-là, elle présentait son truc, mais bien différemment. Et je lui dis, mais tu te rends compte qu'il y a 3 heures, en fait, t'étais pas dans cet état-là, t'étais toute stressée, toute pas bien. Tu te rends compte de la façon dont tu agis là maintenant? Et elle me dit, ouais, en fait, j'étais tellement bien que je me suis sentie tellement bien que j'avais plus peur de le faire. Voilà. Et ça a été notre fil rouge, en fait, de faire en sorte qu'effectivement les gens se sentent bien pour développer leur projet de la meilleure façon possible, quoi. Alors, je crois que c'est important qu'on reste un peu là-dessus parce que ça peut paraître des mots, mais comment tu fais? Parce qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast, qui travaillent dans la formation, dans la pédagogie, qui sont dans des salles, avec des apprenants. Comment tu fais en fait concrètement pour générer cette confiance, cette bienveillance, ce cocon finalement, tu vois, cet espace, cette bulle où tu te dis, ok, il peut rien m'arriver. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est, ok, là, quoi que je fasse, globalement, il peut rien m'arriver. Après, je ressors, je vais ressortir dans la vie normale avec ses agressions, avec ses pressions, avec ses, voilà. Mais là, comment tu fais pour créer ça? Alors, c'est pas évident comme question. Je sais. C'est du ressenti. C'est du ressenti. C'est une question de posture parce que quelque part, tu vois, sur ce projet-là, moi, quand on anime, hein, on est toujours en retrait. C'est-à-dire que l'objectif était faire en sorte que les gens parlent, échangent, discutent pour que finalement les informations elles viennent pas majoritairement de nous. Et le fait déjà de faire ça, le fait que ce soit des pairs en fait qui échangent ensemble, ça donne déjà confiance parce que toi tu reçois de l'info et notre rôle à nous à ce moment-là, le mien en particulier, était de vraiment m'assurer que les échanges et que les retours qui étaient faits soient corrects. Et j'ai jamais eu de soucis en fait, hein. Mais mon rôle à ce moment-là aurait été, s'il y avait eu un dérapage, de recadrer pour qu'il n'y ait pas d'agressivité, pas d'agression. Donc là, c'est mon rôle aussi par rapport à ça, mais de laisser un maximum de champ libre pour que les échanges en fait se fassent entre pairs. L'apprentissage entre pairs, il y a cette vocation aussi que de développer la confiance, puisque finalement, on apporte quelque chose, on reçoit, on donne. Donc il y a cet échange qui se fait, et moi je travaille beaucoup comme ça, en étant un petit peu en faisant un pas de côté, mais pour faire en sorte en fait que les gens échangent, et moi je suis là pour modérer, pour accompagner, pour guider, pour piloter, mais ça a un effet en fait très très bénéfique. Et puis après, tout au long du développement de parcours, parce qu'effectivement on avait un rendez-vous mensuel, mais en dehors on travaillait sur avec WhatsApp par exemple. C'était des petits mots, des mails au travers de mails ou de mots, mais pour rassurer, pour encourager. Quand je voyais que
les questions, par exemple, tarder, enfin à être réalisées à distance, bah, c'était toujours un petit mot avec un trait d'humour. C'est important de travailler sur l'humour pour décomplexer les choses, pour vraiment mettre les gens dans une bonne ambiance. Et puis voilà, travailler tout autour de ça, en accompagnant, en étant bienveillant, en essayant de comprendre ce qui arrive à l'autre. Peut-être que voilà, c'est des personnes, c'est des mamans aussi qui accompagnent leurs enfants, donc c'est pas toujours évident d'être à 100% dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, c'est en ayant cette écoute-là, cette compréhension, ne jamais fouetter, de toujours comprendre, de toujours accompagner, encourager, motiver, célébrer, ça c'est super important. Voilà, d'être dans cette attention-là quotidienne. Et puis, moi, il y a un truc voilà, c'est la bonne ambiance. C'est arriver, ne serait-ce qu'arriver avec le sourire, tu vois, parce que tu arrives, toi aussi, t'as tes ennuis, toi aussi, il y a des trucs qui vont pas. Mais tu passes la porte de cette salle-là avec ton groupe, bah t'as le sourire et puis tu reprendras tes ennuis plus tard. Mais ne serait-ce que de toi donner le tempo, ça donne déjà en fait l'envie, la motivation. Les gens ils te suivent en fait. C'est toi qui es là, même si tu te mets de côté, t'es là quand même pour donner le ton quoi. Donc si toi t'as pas le sourire et t'as pas envie et pas la motivation, bah personne va suivre. Ouais, et c'est vrai que t'as vraiment raison de le souligner parce que c'est l'énergie motrice, quoi. C'est un peu Mm. énergie motrice, c'est-à-dire que à la fois tu l'as dit dans ta posture de facilitatrice des échanges, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure dans ton, dans ta présentation, tu te mets en retrait Mm. pour laisser le groupe Oui. s'exprimer, échanger, générer finalement cette intelligence collective, ce partage, mais à la fois au début tu dois toi mettre l'énergie motrice Mm. afin que afin qu'elle se propage, qu'elle se diffuse. Mm. Et ça m'appelle le sujet. J'ai vu passer sur LinkedIn récemment un de tes posts qui parlait du fait que tu avais sur une thématique une de des apprenantes qui Mm. avait une compétence que tu jugeais plus avancée que toi sur un sujet, que Oui, tu l'as oui. laissé Sur les vidéos prendre le lead. Instagram. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de ce sujet de Oui, l'intelligence situationnelle. oui. C'est le fait, et je crois que chez les gens qui sont dans la transmission, Mhm. c'est quelque chose qui est important. L'intelligence situationnelle, moi je la définis comme ça, c'est la capacité en fait dans une situation à pouvoir analyser et prendre la meilleure décision. Alors moi Mhm. j'ai mon premier passé de sportif, je joue au rugby Mhm. et dans le sport, notamment dans le sport collectif, voire dans le sport individuel, mais dans le sport collectif énormément, l'intelligence situationnelle joue beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment Mhm. donné, les meilleurs joueurs sont ceux qui exécutent les bons gestes, mais qui savent aussi se placer au bon endroit et au bon moment, avant même d'exécuter le bon geste. Mhm. Voilà, et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça, peut-être au travers de cet exemple, au travers peut-être d'autres exemples, de cette intelligence situationnelle qu'il faut avoir pour pouvoir euh, travailler avec un groupe et de faire d'une succession finalement d'apprenants une communauté. Oui, bah, alors c'est marrant. Alors tu me parles de ce poste. Alors les retours que j'ai pu avoir qui étaient assez positifs hein, sur ce poste et qui m'ont beaucoup étonnée en me disant c'est très courageux, bravo à vous, vous avez mis votre ego de côté. En fait, moi c'est les retours qui m'ont beaucoup étonnée parce que alors moi je fais pas de rugby, il vaut peut-être mieux pas d'ailleurs, mais tu vois, enfin moi ça me paraît naturel, surtout quand tu te dis spécialiste et quand tu as volonté de travailler sur ces approches collaboratives, qu'à un moment donné, si tu es là juste pour occuper le terrain et te dire que ben, c'est à toi que revient tous les honneurs ou en tout cas toute la charge de travail. Non, en fait, ça me viendrait même pas à l'idée. En fait, c'est ma posture de départ déjà, elle est celle-ci. Et effectivement, dans le cas présent, on a laissé sur l'animation lors d'une partie de la session et qui était dédiée aux vidéos Instagram, la place à une de nos apprenantes qui, elle, pour le coup, était plutôt experte parce qu'elle en faisait quasi quotidiennement. Et là, l'idée, c'est de se dire, mais à quoi ça sert que finalement on anime un truc sur ce sujet-là alors que elle est là, si c'est juste pour lui poser deux trois questions pour lui dire es-tu d'accord ou pas, autant la mettre en avant. Déjà, tu valorises la personne, tu la valorises elle, mais tu valorises le groupe aussi parce que le groupe est super content de voir que c'est l'une d'entre elles qui anime le truc. Il est d'autant plus motivé à lui poser des questions, à essayer de comprendre, à essayer de faire pareil. Et toi, t'apprends aussi parce que est-ce que j'aurais pu le faire? Oui, j'aurais pu le faire parce que j'aurais été chercher des informations peut-être auprès d'elle, auprès voilà pour relayer l'information. Enfin, je le fais pas quotidiennement, donc l'importance quand dans ton métier, c'est d'aller chercher la bonne personne, la bonne source
pour atteindre ton objectif. Et là, c'était pas moi, clairement. Mais c'est pas une question d'ego, c'est pas mal. Moi, je fais plein d'autres choses de bien, mais elle faisait ça mieux. Donc, c'était naturel pour moi que de lui donner les clés du truc pour l'objectif, mais surtout pour valoriser le collectif, pour valoriser le collectif dans son intégralité, elle et les autres au travers de ça. Voilà. Donc, Ouais, un et exemple. puis tu te remets dans ta posture comment dire, d'ingénieur pédagogique en te disant quelle est la meilleure façon Oui, de pouvoir, tu vois, je vais reprendre la symbolique du rugby. Quelle oui, est la meilleure façon de pouvoir aller marquer l'essai oui, pour la vidéo Instagram, marquer l'essai, c'est oui. que il y a une transmission de compétences, alors de compétences, mais aussi, notamment sur un sujet comme ça, on va y revenir, de confiance. Ah oui, Parce qu'une vidéo Instagram, c'est se mettre en avant, ah c'est oui, prendre un smartphone, oui, c'est se mettre à nu, oui, et on sait que ce sujet de la confiance, et on y revient, hein, oui, oui, finalement, oui, on y revient, on tourne autour, on y revient, il est super important. Et le fait, finalement, que ce soit transmis par l'une des apprenantes qui avait tissé des liens, je suppose, depuis déjà un certain oui, temps, oui, sur oui, le fait que ce soit un oui, père, oui, si elle le fait, moi je suis capable de le faire. En plus, elle va avoir beaucoup de choses oui, à me donner et autres. C'est vrai que ce sont des éléments, ce sont des éléments importants. Donc oui. merci en tout cas de partager ça. Oui, Non, non, je t'en non, prie. non, non, mais tu as complètement raison. Il y a il y a pour moi cet objectif, je dirais, cet objectif, mais naturel et très, très important, que d'aller chercher le bon moyen de faire passer, en tout cas, d'atteindre l'objectif pédagogique, pour le coup. Donc, si c'est Mm. pas moi, c'est pas grave. Enfin, moi, mon objectif, il est vraiment d'accompagner au mieux et de donner les bonnes ressources à mes apprenants. Donc, si ça passe pas par moi, ben, tant pis, c'est pas grave. Au contraire, je suis contente d'aller chercher le bon truc, quoi. Donc non, non, et il faut que ce soit, tu vois, je forme des formateurs, il faut que ce soit le message qui passe aussi. T'es pas formateur pour tenir le devant de la scène, c'est pas ça le rôle. Ouais, je crois que ça c'est très important. Voilà, c'est quelque chose voilà, on voit de plus en plus de formateurs qui ont compris Mmh, et qui ont changé, oui, qui font évoluer leur posture. Mais notamment pour des gens qui sont en formation occasionnelle, là c'est encore, ils ont encore un petit pas à passer, donc c'est bien de l'entendre. mmh, Cécile, t'as également une activité sur LinkedIn. Il y a un certain nombre de personnes qui te suivent sur un format qui s'appelle la Minute Pédago, hein, oui, que je suis très souvent, oui, et qui explique de manière très ludique un concept pédagogique. Et il y a toujours beaucoup de clarté. En tout cas, moi, à chaque fois que je lis tes posts, voilà, c'est toujours très clair. Et, c'est du snacky content, quoi. oui, C'est très court, mais chaque fois, hop, on a un petit truc à prendre. On se dit, tiens, ça, je le prends pour moi et c'est intéressant. oui, Mais moi, la question derrière ça, c'est, voilà, qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Ça, c'est la première question. Et puis, qu'est-ce que ça a déclenché en toi? Qu'est-ce que ça t'a... Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, en tout cas, c'est de mmh, transmettre. mmh, Voilà, moi, je voudrais savoir pourquoi tu as fait ça, c'est ton oui, intention, oui, et toujours start with why, hein, de commencer par pourquoi, et surtout ce que ça a déclenché. oui. Ben, pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça découle de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je suis arrivée au Japon. Bon, quand j'ai compris que mon projet, ça allait pas être facile, et surtout que j'allais perdre les licences, parce qu'il y avait autre chose en fait. Hein. Il y avait effectivement le fait de travailler au Japon qui allait être compliqué au regard de la pédagogie, au regard de tout un tas de choses, entre autres la langue aussi, on n'en a pas parlé, mais et le réseau. Hein. Au Japon, en fait, on a un travail de réseau très très important. Il faut être présenté, représenté. Enfin, c'est très très compliqué finalement. Donc là, sur le Japon, c'était compliqué. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être éventuellement travailler avec la France aussi. À distance, en post-Covid, tout le monde travaille sur des formations à distance. On est quand même sur quelques heures de décalage. Et finalement, au moment où la France commence à travailler, il est milieu d'après-midi ici au Japon. Mais accessoirement, j'ai des enfants. J'en ai un qui est tout petit, qui est en crèche. Et aujourd'hui, les crèches au Japon ne sont pas forcément très ouvertes. Une maman au Japon, on va pas se le cacher, une maman au Japon normalement ne travaille pas. Hein, une femme mariée ne travaille pas. Donc les dispositifs de garde d'enfants sont pas toujours très aidants pour les mamans qui travaillent. Et donc mes enfants, le plus petit, je vais le chercher très très tôt au moment où la France travaille. Donc j'ai compris en fait très rapidement que ça serait compliqué de travailler avec la France aussi. J'avais cette nécessité de garder un lien avec ma communauté en France. Donc je me suis dit, on
va travailler sur les réseaux sociaux. De là est née la Minute Pédago. Et la Minute Pédago, c'est ce que je suis en formation. Je te parlais de l'humour tout à l'heure, donc ces petits traits d'humour qu'on va retrouver effectivement, mais c'est ce que je sors pas des blagues à tout bout de champ, mais j'aime bien que les gens soient bien pour apprendre de façon optimale, mais dans une bonne ambiance et qu'ils aient envie de le faire, ça c'est important. Et puis effectivement beaucoup de structure, beaucoup de concision, parce qu'on va travailler sur tout un tas d'autres choses pour développer ses compétences, mais que sur les aspects, on va dire, purement théoriques, voilà, j'en donne très peu pour finalement favoriser la mémorisation et travailler sur d'autres façons de faire pour développer autre chose. Voilà. Et ce que ça amène en moi, je l'ai fait à la fois, du coup, pour garder ce lien avec la France, mais j'ai aussi voulu tester une autre façon d'apprendre. Voilà, est-ce que par ce biais-là, parce que l'idée, il n'est pas juste de donner un carrousel, un visuel avec quelques informations, il est aussi de créer des conversations, d'aller chercher chez l'autre la façon de faire, parce que je m'adresse à des formateurs, des responsables de formation. La question, c'est finalement après chaque poste, et toi, comment tu fais? Et vous, comment vous faites? Et de créer ces conversations-là, et que comme dans mon programme, finalement, les gens viennent compléter, viennent co-construire en me disant bah ouais, non, moi je fais différemment, moi je fais ça, qui donnent aussi un peu de leur matière. Et finalement, au travers, il y a le poste qui est la source, mais quelque part, chacun tricote un petit peu son truc pour alimenter cette petite communauté. Et donc ça m'apporte aussi des choses, je découvre des choses à chaque fois, je trouve ça formidable. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a, alors pour l'instant je croise les doigts, hein, mais il y a beaucoup de courtoisie et de bienveillance chez les gens qui viennent échanger sur ces postes-là. Ça me gênerait beaucoup, tu vois, qu'il y ait quelqu'un qui rentre, qui soit un peu agressif, qui soit, ouais, je fais pas ça pour ça, et je fais pas ça pour créer la polémique non plus, je fais ça pour qu'il y ait une communauté bienveillante qui échange, qui partage toutes les semaines. Et voilà, ça apporte ça, moi ça m'apporte plein de trucs, j'apprends des choses, je suis très très contente. Ok, non mais c'est très très intéressant et puis voilà, c'est finalement très congruent avec tout ce que tu fais par ailleurs, quoi. En tout cas, moi je le ressens comme ça, c'est-à-dire le fait que comment dire, hein, tu craques une allumette pour mettre une petite lueur, pour mettre voilà, une petite flamme, et après tu dis si on y souffle à plusieurs, peut-être que le feu ne sera que plus vif, et puis en plus il y aura plusieurs points de vue, voilà, et c'est ça qui est intéressant, et de respecter les points de vue des autres, c'est super intéressant. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est que les gens des fois m'envoient des petits mots en me disant merci beaucoup, ils me remercient en me disant j'apprends des choses, mais j'ai envie de leur dire si certains écoutent, mais merci à vous parce que j'en apprends tout autant. Toutes les semaines, c'est vrai que moi je crée des choses, mais quelque part les retours m'apprennent aussi, donc c'est à double sens, et c'est voilà, mon objectif moi était atteint aussi, de pouvoir avoir cette reconnaissance mutuelle aussi dans l'apprentissage. Ouais, non, et tu as totalement raison de le souligner, que voilà, que il y a il y a ce vrai don et contre-don dans ce que tu fais sur LinkedIn, et c'est vraiment très appréciable. Mais écoute, Cécile, merci pour tout ça. Ouais, je suis très content d'avoir fait cet épisode avec toi, parce que on n'a pas eu beaucoup j'en ai eu quelques-uns, mais pas beaucoup que je mets dans la catégorie formateur, même si tu te considères, et à juste titre, comme facilitatrice des apprentissages, mais avec aussi beaucoup cette expérience terrain, voilà, ce vécu, voilà, que tu adores, et on le sent, on le voit, ça transpire en toi, le fait que voilà, que tu aimes être au contact des apprenants, et que tu aimes être à la fois au contact et aussi leur donner les clés. Oui. Et je pense que ça c'est super important, et pour moi c'est un des messages clés d'ailleurs de cet échange, c'est voilà, avoir cette intelligence de pouvoir donner les clés pour qu'en fait émerge du groupe, en fait, voilà, des échanges, des solutions. Et ça c'est et je pense que voilà, dans l'apprentissage entre pairs, il y a d'autres épisodes qui parlent de l'apprentissage entre pairs, mais tu en parles avec ton expérience et tes mots, et c'est très appréciable. Et donc je te remercie pour tout cela, et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Cyril. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux, et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, NOOU.co.
À très bientôt sur l'entreprise apprenante.